De retour les amis sur le plateau de Backseat. Bonsoir le public, bonsoir à toutes et à tous, de retour pour cette deuxième partie de l'émission. Chers amis, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité politique de premier plan qui vient répondre à nos questions. C'est parti pour cette semaine, Laurent Saint-Martin. Bonsoir Laurent Saint-Martin. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, et vous ? Merci, mais oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laurent Saint-Martin, vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne et vous êtes aussi et surtout, j'allais dire, rapporteur général du budget. Alors, les copains, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur cette chaîne, chaque année, lorsque les feuilles se mettent à tomber, à l'automne, le Parlement parle pognon. Pendant plusieurs mois, c'est la discussion du projet de loi de finances, le budget de l'État, le moment où on s'intéresse à combien d'argent l'État va percevoir via les impôts, les taxes, et combien d'argent il va claquer dans les différents programmes, les différents ministères, les actions, etc. Le budget est donc un texte extrêmement important, extrêmement politique, au moment où s'arrêtent beaucoup de choix, parce qu'en fait c'est avec le pognon qu'on gouverne, en fait, qu'on choisit, qu'on oriente les politiques publiques et l'action de l'État, notamment en matière économique, mais pas seulement. Et c'est un texte extrêmement important comme chaque année, et il se trouve qu'au Parlement, il y a un certain nombre de rôles très cadrés. On en a déjà reçu plusieurs dans cette émission, et il y a le rapporteur général du budget, c'est le député ou la députée qui, au nom de la commission des finances à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais là c'est l'Assemblée nationale, qui va porter le budget auprès de ses collègues, va écrire un rapport, va proposer des modifications et va s'occuper de la défense du texte pendant tout le marathon législatif. Voilà ce que c'est qu'un rapporteur général du budget. Est-ce que je l'ai bien présenté ? C'est très bien présenté. On peut même rajouter qu'il y a la même chose pour la Sécu. Il y a aussi le budget de la Sécu qui est débattu à l'automne de la même manière avec un rapporteur général du budget de la sécurité sociale. Qui n'est pas le même. Qui n'est pas le même parce qu'effectivement les budgets sont séparés, ce qui est d'ailleurs un problème de lisibilité parce qu'entre des cotisations et des impôts, entre des dépenses sociales et des dépenses d'État, parfois il y a certains croisements, certains mélanges et ça nuit à la lisibilité justement de l'impôt et des dépenses. Donc, voilà. Attends, on va commencer à rentrer dans la technique. Pensez vraiment qu'il faudrait lier les deux ? Parce que sur la partie recette, oui. Sur les recettes, ouais. Parce qu'en fait, juste un exemple pour que tout le monde comprenne facilement. Allez-y. Aujourd'hui, la sécurité sociale est de plus en plus financée par l'impôt, de moins en moins par les cotisations. Ce qui est un problème d'ailleurs. Parce que le modèle de 45 est de plus en plus étiolé sur sa partie recette. Ce qui ne veut pas dire qu'en soi, il perd de sa puissance. C'est juste que la recette, la ressource financière, vient davantage de l'impôt. Et donc, on va se retrouver à débattre pendant des mois dans l'hémicycle des cotisations et pas des impôts, alors qu'on va parler des dépenses qui sont liées à des impôts dont on va parler dans une autre commission. Bref, chacun aura compris qu'on parle dans deux salles différentes de la même chose et que donc ça nuit à la bonne compréhension à la fin du budget de l'État, mais aussi de la Sécu. Enfin, c'est problématique quand même l'idée de la mainmise de l'État sur la Sécu, le consensus de 45. C'est pas ce que je dis, je parle du débat budgétaire. Ouais, mais le débat budgétaire, il dit aussi quelque chose parce que le financement de la Sécu vient notamment du fait que la Sécu est en déficit, que donc l'État est obligé d'abonder au pot. L'État a même créé la CSG, etc. Il y a quand même un certain nombre de trucs qui ont été créés, justement. CRDS aussi. CRDS, évidemment, qui ont été créés. Putain, ça y est, on est déjà méga technique. Mais je vais essayer de vulgariser. Non, mais c'est quand je dis que c'est politique, c'est que justement là, la discussion qu'on est en train d'avoir, elle est méga importante. En fait, on parle du modèle de financement de notre protection sociale. Est-ce que ça doit être par l'impôt, donc avec la mainmise de l'État, ou est-ce que ça doit être un truc qui appartient historiquement aux partenaires sociaux, les travailleurs et les patrons dans la démocratie sociale ? Vous aviez l'air de déplorer d'ailleurs, puisqu'on parlait de ça, donc du coup que, en effet, si c'est financé entièrement par les cotisations, on peut supposer du coup que derrière il y a une autonomie un petit peu politique aussi des caisses de l'assurance. Absolument. Alors que si c'est de l'impôt, oui, l'État reprend la main sur le truc. Vous aviez l'air de déplorer ça. Pour vous, c'était un élément quand même important du consensus. Je pense que c'est une dérive, c'est une mauvaise dérive. Ouais, je le pense sincèrement. Moi, là-dessus, je suis un peu old school. C'est-à-dire que pour moi, le modèle social français, c'est une branche, une caisse, un risque, un financement par la cotisation. Il y en a 4, on en a créé une 5e. Pour moi, ça marche parce que c'est comme ça. Parce que d'abord, c'est beaucoup de solidarité à la clé. Et puis parce que c'est aussi un vrai modèle de gouvernance, le paritarisme. Enfin, moi, j'y tiens beaucoup. Je considère que l'État n'a pas à mettre sa main là-dedans. L'histoire a fait, et elle s'est méchamment accélérée dans les années 90-2000, l'histoire a fait qu'effectivement l'impôt, par la création de la CSG, c'est vrai, a pris de plus en plus de place, et surtout la dette en fait de la Sécu se rembourse de plus en plus par l'impôt. Et ça pour moi c'est un problème, mais c'est un problème qui veut dire quoi finalement ? Ça veut dire que si on ne sait pas équilibrer notre modèle social, il faut peut-être réfléchir à le réformer aussi. Voilà. Et là, par contre, on ne sera peut-être pas d'accord sur les solutions. C'est probable. Mais ça reste quand même intéressant. Vous avez rappelé qu'il y a eu la création d'un 5e risque de la sécurité sociale, la dépendance. Vieux serpent de mer, ça fait quand même des années qu'on en parle. Mais sans le financement. Non, mais justement, et donc la question du financement de la dépendance, c'est nos vieux. Enfin, on a un début de financement, mais il n'est pas complet. Oui, mais c'est embryonnaire.
partenaires et la complétude. Enfin, vous savez déjà ce qui est dans le cerveau d'Emmanuel Macron sur ce point de vue-là, justement, comment est-ce qu'on finance la dépendance? Non, ça va être un vrai débat. C'est typiquement un bon débat d'élection présidentielle. Bon, d'abord, pour être tout à fait exact, il y a déjà des recettes qui sont affectées à cette cinquième branche. Mais c'est vrai que la trajectoire n'est pas complète. Donc il faudra demain qu'on pense, effectivement, est-ce que vous êtes prêts à cotiser demain pour une cinquième branche? C'est des impôts en plus. En tout cas, c'est des cotisations en plus. Ça veut dire que, techniquement, ce que vous payez aujourd'hui entre votre brut et votre net, eh bien, ça va un petit peu s'élargir. C'est-à-dire que vous aurez un net inférieur, mais vous aurez cotisé pour une nouvelle solidarité qui sera la dépendance. Ça, c'est un vrai débat de société. Pour moi, ça ne se vote pas comme ça dans un projet de loi de financement de sécurité sociale sans débat démocratique. Voilà, je trouve que l'élection présidentielle, meilleur moyen pour en parler. D'ailleurs, chez LR, ils en parlent beaucoup. Hein. Leur idée, c'est de rapprocher le plus possible le salaire net du salaire brut. En réduisant les cotisations, on va le préciser. Leur idéal, ça doit être le zéro cotisation ou quelque chose comme ça. Vous regardez, c'est sérieux, c'est pas sérieux. Vous regardez ça d'un œil atterré, amusé. Côté LR, leur discussion là-dessus. Nous, on a fait déjà une diminution des cotisations qu'on a remplacée par de la hausse de la CSG. Donc, on est déjà un peu responsable Moi, je crois que maintenant, il ne faut pas aller plus loin là-dessus. Il faut continuer à renforcer le pouvoir d'achat des ménages, mais pas par la baisse des cotisations. La baisse des cotisations, qui ne sont pas des charges, cotisations, c'est du salaire différé. Enfin, je veux dire, pour beaucoup d'entre elles, il ne faut pas oublier que notre modèle de solidarité, il tient par là. Mais moi, je préfère, plutôt que passer par ce schéma-là, faire en sorte que chaque branche sache s'équilibrer. Et on en est très loin, notamment celle des retraites. Laurent Saint-Martin, je le disais avant qu'on commence à parler financement de la Sécu, je le disais, vous êtes rapporteur général du budget. Complètement dévié, alors qu'en fait... Ça n'avait même pas commencé, on est déjà parti en couille. Mais c'est pour fuir mes responsabilités, j'ai parlé Sécu pour ne pas parler du budget de l'État. Exactement, oui, c'est ça, c'est même pas votre budget, on ne sait même pas pourquoi on en parle, c'est même pas le vôtre. Vous, le vôtre, c'est celui de l'État. Chercher des points communs d'abord. Non, c'est beau, j'aime bien, non mais c'est backseat, tu vois. Vous êtes rapporteur général du budget de l'État, le budget pour 2022, donc qui est actuellement en discussion au Parlement, on y reviendra. Un budget dans un contexte un petit peu particulier, fin de la crise sanitaire, forte reprise économique, 6% de croissance estimée pour l'année 2021, une prévision à 4% pour 2022. Un budget qui est beaucoup contesté par les oppositions, notamment un reproche qui est fait à ce budget. Il lui est reproché d'être un budget électoraliste. Le gouvernement, votre majorité, La République En Marche, ferait campagne en fait pour le candidat Emmanuel Macron sans le dire, avec le chéquier de la France en distribuant du pognon via le chèque énergie, le chèque inflation, un certain nombre de choses comme ça. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs là-dessus? En fait, je leur pose une question. Mesure après mesure, je leur demande, est-ce que ce n'était pas déjà un engagement d'avant ? Beauvau de la sécurité, l'augmentation du budget de la justice. Il y a des lois de programmation sectorielle qui sont pensées depuis des années. La loi de programmation militaire, on finance mieux nos armées, c'est prévu depuis 2017. On le fait aussi sur la justice, on le fait aussi sur l'aide publique au développement. Donc c'est la continuité de budgets en augmentation qui sont des engagements de début de mandat. C'est pas sur le... J'ai compris votre question, c'est le sujet notamment de l'indemnité inflation, du chèque énergie et de ce qui apparaît comme des coups de pouce financiers un peu de dernière minute. Faire arriver de l'argent sur le compte en banque des Français à quelques mois de la présidentielle. On ne peut pas dire d'une main, il faut absolument sauver le pouvoir d'achat des ménages face à des effets inflationnistes massifs, brutaux, violents, conjoncturels, que sont la hausse des prix de l'énergie, demander à réagir, et quand on réagit, nous traiter de utiliser, je ne sais pas comment on dit, Valérie Pécresse, cramer la caisse, utiliser le chèque, etc. Il faut choisir. Soit il faut le faire, et à ce moment-là, on a besoin de tout le monde. Et là, c'est une question d'unité nationale pour dire oui, le pouvoir d'achat des Français est menacé par rapport à certains effets inflationnistes. Et donc, il faut y répondre. Et si on y répond, c'est dans le budget. Donc, fermez le banc, il n'y a pas de débat électoraliste là-dessus. Soit il ne faut pas le faire, mais à ce moment-là, c'est pas ce que j'ai entendu de la part des oppositions. Gaspard. Pourtant, Laurent Saint-Martin, même l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, dit vouloir rétablir l'ordre dans nos comptes. Ouais. Sa priorité à lui semble être de contrôler cette dette publique qui a atteint le taux considérable de 115% du PIB. L'actuel maire du Havre et nouveau boss de Horizon souhaite vivement, là je le cite, combattre l'illusion de l'argent public magique. Et il semble un peu se positionner du coup contre cette politique du quoi qu'il en coûte et des budgets magiques qui sont en train d'être débattus à l'Assemblée. Donc même au sein de votre camp politique, on ne semble pas exactement d'accord avec ce surendettement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. D'abord, Édouard Philippe, il était Premier ministre quand on a lancé le quoi qu'il en coûte. Il était Premier ministre sur 3 projets de loi de finances rectificatifs. Le 1, le 2, le 3, jusqu'en juin 2020. Édouard Philippe n'a jamais dit qu'il ne fallait pas
mener la politique de soutien massif qu'on a fait, l'activité partielle, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État. Il était Premier ministre au moment où on l'a fait. Édouard Philippe n'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire le plan de relance. Et je pense que si Édouard Philippe était toujours Premier ministre, il serait d'accord pour faire par exemple le chèque énergie. En revanche, il dit quelque chose que je partage, qui est qu'au lendemain de la crise, l'une des priorités pour le pays sera le rétablissement de nos finances publiques. Pourquoi ? Parce que si on ne rétablit pas après la tempête, nos finances publiques, on ne sera plus en capacité demain de savoir réagir à des crises futures ou de savoir réagir à des besoins d'investissement massifs. Ça, c'est ça qu'est dit Édouard Philippe. Il dit qu'il faudra mettre de l'ordre dans les comptes publics parce que, effectivement, quand on dépense autant par nécessité, tout le monde est d'accord pour dire qu'il fallait bien dépenser pendant la crise. Quand on dépense autant par nécessité, eh ben on a encore plus de responsabilités au lendemain de la crise pour assainir nos finances publiques. Et ça passe par de la croissance, ça passe par de la baisse de dépenses publiques, ça passe par un certain nombre de réformes. C'est pas un peu un double discours, ça, le côté d'un côté, il y a de l'argent magique parce que quand il faut aider, on aide, on fait des chèques et des primes, etc. Et de l'autre côté, quand on parle aux électeurs de droite, on leur dit vous inquiétez pas, on va tenir les choses, etc. En même temps, non, on n'atteint pas les limites du truc là. Pardon, mais très sincèrement, allez-y. Très sincèrement, ça va ensemble. Et c'est vraiment pas un sujet d'en même temps ou de droite et de gauche là-dessus. Je crois profondément que pour pouvoir être fort au milieu d'une tempête, un État a besoin d'être sain en période de temps calme. La gestion de nos finances publiques par temps calme, la bonne gestion, et honnêtement, il y aurait beaucoup à redire sur les décennies passées, nous permet, au moment des tempêtes, d'emprunter sur les marchés pour pouvoir arroser ce qu'on a fait avec l'activité partielle, ce qu'on a fait avec le fonds de solidarité. C'est comme ça que ça marche. On est un pays endetté. On ne fait jamais d'excédent budgétaire. Donc quand on est un pays endetté, si demain je veux continuer à permettre l'activité partielle dans ce pays et permettre aux commerçants de ne pas fermer, il faut que j'emprunte. C'est comme ça, parce que je suis endetté et parce que je suis déficitaire. Et bien pour faire ça, il faut être crédible. Ce qui s'appelle la signature française. Et pour que cette signature française reste crédible, c'est-à-dire notre notation, il faut qu'une fois les tempêtes passées, on soit en capacité de démontrer, oui, mais on va assainir nos finances publiques quand on le pourra. Là, on n'emprunte pas cher en ce moment, je veux dire. En termes de la crédibilité de la signature française, ça va. C'est même en train de... Attendez, on n'emprunte pas cher précisément parce qu'on est crédible. On n'emprunte pas cher parce qu'entre 2017 et 2020, notamment, on a su démontrer qu'on avait de la croissance, qu'on baissait le déficit de la France. Et c'est vrai qu'il y a une politique monétaire européenne très accommodante pour avoir des taux bas, évidemment. Mais on pourrait être sanctionné sur les marchés. On pourrait être sanctionné sur les marchés si on n'était pas, justement, dans la crédibilité de savoir assainir nos comptes publics en temps voulu. C'est un peu complexe, mais je vous assure que c'est en parallèle. On est obligé de rester crédible sur notre capacité à assainir nos comptes publics une fois que les crises sont passées. Sinon, on ne peut pas avoir le même niveau de protection sur les crises suivantes de la même manière qu'on l'a eu en 2020. Usul. Vous êtes passé par le PS avant d'arriver chez Macron. Ouais, comme militant, pas comme élu. Oui. Et c'est vrai que historiquement, on remarque qu'assez souvent sur ces histoires de sérieux budgétaire, tenir un budget, etc. C'est quand la gauche au pouvoir, ça se passe quand même un petit peu mieux, et c'est souvent sous la droite que les déficits dérapent. Comment vous l'expliquez ça, que finalement soit souvent, contrairement aux idées reçues, à ce qu'on pourrait penser de prime abord, c'est souvent la gauche qui essaie de tenir ses budgets, là où la droite, souvent d'ailleurs avec des réductions d'impôts, des niches fiscales, etc., va le creuser en permanence tout en se réclamant de la rigueur. Alors c'est pas faux ce que vous dites, même si sur la période récente, ça s'explique quand même par la conjoncture. C'est-à-dire que la droite s'était pris la crise en 2008 et François Hollande est arrivé avec justement... Mais avant, c'est vrai. Mais quand François Hollande est arrivé, par exemple, il a eu comme discours celui que je viens de tenir, c'est-à-dire celui de devoir assainir nos finances publiques au cas où demain, il y aurait une nécessité de financer massivement une nouvelle crise. Et honnêtement, c'était des bonnes mesures, celles qui ont été prises pendant le quinquennat 2012-2017 là-dessus. Alors, je ne crois pas que ce soit un marqueur de droite et de gauche, pour être honnête. Je crois que c'est une nécessité collective. Après, que le déficit public, là, vous avez raison, que le déficit public sous la droite pendant des années et des années, notamment de 1995 à 2007, même à 2012, n'a cessé de se dégrader, sauf pendant la période, en gros, avec la conjoncture assez favorable sous Jospin. Mais sinon, globalement, on est dans du déficit structurel permanent. Et c'est vrai que ça, c'est un mauvais réflexe français, qu'il soit de droite ou de gauche, et particulièrement de droite, vous avez raison. Parce que oui, il y a peut-être l'idée de parfois plomber des comptes pour pouvoir ensuite, après, justifier quelque chose d'idéologique. Vous qui vous êtes plutôt dans le sérieux, il faut tenir les budgets au cordeau, etc. Il y a à côté de ça aussi des idéologues qui vont peut-être creuser ça parce que plomber un budget permet ensuite de s'attaquer, de faire des réformes d'après, dans le plan idéologique. C'est peut-être un peu ça aussi. Non, mais là, vous êtes terriblement machiavélique.
Moi, je ferais ça. Si je devais plomber, je sais pas, l'éducation nationale, je commencerais par la ruiner. Mais personne ne veut plomber l'éducation nationale. Là, c'est vous qui faites de l'idéologie. La vérité, c'est qu'on n'a jamais su équilibrer un budget dans ce pays. Pourquoi ? Parce qu'on dépense trop, parce qu'on dépense mal. Donc on ne fait pas assez rentrer d'argent. On a quand même les taux de prélèvement obligatoires les plus élevés. Malgré tout. Malgré tout. Donc moi, je pense qu'il faut baisser les impôts. Je pense surtout qu'il faut être plus efficient dans la dépense publique. Je pense qu'il faut savoir mieux dépenser l'argent public. Je ne dis pas qu'il faut faire de l'austérité, qu'il faut couper dans toutes les missions budgétaires, qu'il faut couper dans les ministères. Mais je dis qu'on est capable de faire mieux avec moins, oui. Comme quoi, C'est par parce que exemple beaucoup de pays savent C'est le dur de faire. faire mieux avec moins, quand même. Oui, c'est vrai que c'est dur de faire mieux avec moins, mais je pense que dans les budgets, que ce soit de l'État ou des collectivités territoriales, d'ailleurs, c'est possible. Voilà, je pense Et qu'on peut de quelle manière ? D'abord en mettant, je ne veux pas rentrer dans des considérations trop techno, mais en mettant une culture du résultat qui n'existe pas dans l'administration française. Alors c'est quoi une culture de résultat selon vous ? Ça veut dire quoi ? Culture du résultat, c'est déjà C'est gérer l'administration comme si c'était une boîte ? C'est le New Public Non, Management. non, quoi, c'est alors pas ça. C'est considérer que vous connaissez la loi organique relative aux lois de finances, ça s'appelle la LOLF. De 2001, en fait, ouais. c'est 20 ans. On l'a révisé justement cette année avec le Sénat. L'idée, c'est de considérer effectivement que toute politique publique a d'abord un objectif politique. Parce que tout est politique. Un objectif politique. Quand on se donne les moyens de cet objectif-là, effectivement, de façon pluriannuelle, pour avoir de la visibilité, et on s'y tient. Et on s'y tient. Et on est responsable de la tenue budgétaire par rapport à ces objectifs-là. On a une obligation de résultat. Donc je ne sais pas si c'est fonctionner comme une boîte. Mais en tout cas, si c'est tenir ses engagements et ne pas être en dérapage budgétaire permanent, je crois que c'est meilleur pour notre pays. Et c'est ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Je crois que la Cour des ça, comptes, je crois que c'est particulièrement important à insuffler. La Cour des comptes vient justement de taper sur les doigts de l'État en faisant remarquer que tout l'argent qui a été injecté, notamment dans la police ces dernières décennies, n'a pas eu de meilleurs résultats en matière de baisse de la criminalité ou de baisse de la délinquance. C'est un très bon exemple. La culture de résultat, c'est pas parce qu'on met de plus en plus d'argent dans la police que c'est mieux. Alors, que les victimes sont mieux reçues au commissariat, par exemple, ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des périodes où on a supprimé des postes de policiers et de gendarmes. Voilà, le quinquennat Sarkozy a baissé des postes et que depuis le quinquennat de Hollande et avec nous, on continue à augmenter le nombre de fonctionnaires de police et de gendarmes. C'était moins 12 000 sous 2007-2012. Nous, on en remet presque plus 10 000. Donc c'est plus de coûts. Mais je crois aussi que c'est un besoin. Je crois qu'il y a besoin d'avoir plus de policiers et de gendarmes dans notre pays. Donc, à un moment donné, il faut aussi connaître quels sont les ministères, quelles sont les politiques publiques où on est prêt à investir plus, et on l'assume. Voilà. La justice, plus 8% cette année, c'était plus 8% l'an dernier. Il faut financer justice, on peut davantage. encore plus. Oui. Mais bien sûr. Mais on ne peut pas le faire d'une manière énorme tout d'un coup. On est obligé de le faire dans le temps parce qu'il y a tellement de rattrapage à faire. C'est vrai pour la sécurité, c'est vrai pour la justice, c'est vrai pour l'aide publique au développement, c'est vrai pour l'éducation nationale. 6 milliards de plus sur ce mandat pour l'éducation nationale. Donc il y a des ministères qu'on augmente et qu'on assume. Et je pense effectivement qu'il y en a d'autres où on a réussi à faire mieux avec moins. Je pense notamment au logement. Je pense notamment au ministère du Travail. Évidemment, en baissant le chômage, par exemple, vous baissez aussi la dépense publique. Donc, et vous avez plus de recettes. Donc il y a des leviers d'action pour assainir nos comptes publics. Il y a des leviers d'action qui sont possibles, à la fois au niveau des recettes supplémentaires, mais aussi à la fois avec les moindres dépenses possibles. Je reviens sur le budget 2022. Vous me dites si je suis trop technique. Non. Enfin, pour moi, ça va, le chat, j'espère que vous avez su, mais je vois les gens dans le chat qui depuis tout à l'heure réagissent et posent des questions, etc. On a parlé de la santé notamment, c'est vrai que la santé, là aussi, on a vu le manque de moyens à l'hôpital, il est quand même criant, il est hurlant même, on l'a vu avec la crise du Covid. Ça aussi, justement, quand vous dites une meilleure gestion publique, l'idée d'avoir une culture du résultat, ça fait penser à la tarification à l'acte, ça fait penser à quand même beaucoup de choses qui sont critiquées aujourd'hui dans le cadre du Covid sur l'hôpital qu'on a tellement pressurisé et qu'on a voulu rendre rentable qu'on se retrouve comme des cons à pas être capable de gérer une crise comme le Covid. Mais j'ai jamais dit que tout ce qui avait été fait dans ce sens avait été bien fait. D'accord. J'ai jamais dit que la T2A avait été un succès triomphant. Personne ne le dit, ça tombe bien. Bon, on est d'accord. Par contre, je dis effectivement qu'il est possible de transformer l'action publique pour la rendre plus efficiente. Okay. Et il y a des pays, il faut regarder aussi, il n'y a pas que la France dans le monde. Regardez ce qu'a fait le Canada dans les années 90. Regardez ce qu'ont fait un certain nombre de pays scandinaves. On peut rendre l'action publique plus efficiente et baisser les impôts comme résultante de ça. Oui, c'est possible. Voilà, moi j'espère que ça peut être un beau projet de second quinquennat. Je reviens sur ce budget que vous avez présenté du coup au mois de septembre dernier, comme chaque année. Donc présentation du budget. Quand je dis vous, c'est pas vous, c'est l'État, c'est le gouvernement. Ouais. Vous êtes le rapporteur de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Mais voilà, le gouvernement présente un budget et donc un budget avec sa colonne recettes, sa colonne dépenses, équilibré, pas équilibré, etc. Avec ses projections de croissance et tout. Bon, il y a quand même eu un problème cette année dans ce budget.
présenté, c'est qu'il y avait des trous dedans. Il manquait plein de trucs. En fait, il y avait des lignes qui étaient blanches dans lesquelles le gouvernement n'avait pas indiqué ce qu'il entendait faire. Voilà, une présentation du budget en septembre, un mois plus tard, une conférence de presse où Emmanuel Macron annonce 30 milliards de dépenses d'investissement dans le cadre de France 2030. Emmanuel Macron, le 12 juillet, qui fait une allocution pour nous annoncer la création d'un revenu pour les jeunes, pas budgété, on ne sait pas, etc. C'était pas dans le budget non plus. Il manquait des informations dans ce budget, même le Haut Conseil aux finances publiques a refusé de donner un avis sur ce budget parce qu'il manquait des infos. C'est quand même pas clean ça. Il n'a pas refusé de donner un avis, vous exagérez. Mais il a noté qu'il y avait effectivement un caractère incomplet. Il a dit qu'il y avait un caractère incomplet, il avait raison. Il avait raison. Moi, je suis rapporteur du budget, je ne vais pas me féliciter que le gouvernement dépose un projet de loi incomplet. Alors on va dire des choses. Vous l'avez dit, Olivier Dussopt, ça? Vous l'avez dit à Bruno Le Maire? Évidemment. Et alors, ils vous ont répondu quoi? Non, mais quand même, les mecs présentent un budget à tout, je suis désolé. Il faut expliquer comment fonctionne un budget dans l'ensemble. Le gouvernement dépose un projet de loi en Conseil des ministres de façon souveraine. D'accord? Le Parlement reçoit le texte, l'examine, l'amende, le vote. Voilà. Comme n'importe quel projet de loi, mais c'est particulièrement vrai sur un projet de loi de finances. Le Parlement autorise le gouvernement à prélever l'impôt et à dépenser. C'est important comme terme. Le Parlement autorise le gouvernement. Chaque année. Exactement. Alors, maintenant, moi, je ne suis pas satisfait d'un texte incomplet. Et évidemment que je l'ai dit à Bercy. Je ne suis pas satisfait d'un texte incomplet. Ce n'est pas respectueux du Parlement de fonctionner ainsi. On est d'accord. Mais sur le fond, est-ce qu'il fallait ces 30 milliards d'euros sur le plan d'investissement? La réponse est oui. Non mais attendez, c'est important. C'est important. Je comprends. Mais est-ce que sur le fond, il le fallait 140 amendements pour compléter le budget. Est-ce qu'il fallait l'indemnité inflation? Si la réponse est oui, il fallait le voter. Bref, on peut déplorer la forme, mais considérer que le fond est malgré tout nécessaire et surtout supérieur sur l'intérêt général. Quand on croit ça, ça doit être quand même ce qui vous anime en premier. Je comprends. Gaspard. D'ailleurs, la semaine dernière, Laurent Saint-Martin, le Parlement a voté une loi visant à moderniser la gestion des finances publiques, dont vous êtes à l'origine avec Éric Woerth. Oui. Cette loi vote que... Le président de la Commission des finances, je précise. Oui, merci Jean. Et cette loi prévoit que l'exécutif devra nécessairement justifier les écarts entre ce qu'il avait prévu de dépenser et la réalité. Ouais. Concrètement, le gouvernement devra justifier tout dépassement et des plafonds de dépenses seront prévus par la loi. Vous parlez d'une mini-révolution, mais Bercy, en présence de Bruno Le Maire, aurait voulu aller plus loin et intégrer cela directement dans la Constitution pour qu'il y ait un aspect donc contraignant. Est-ce que vous pensez qu'on est allé assez loin là-dessus? Je crois qu'on est arrivé au bon point d'équilibre. Je ne suis pas favorable à une règle d'or dans la Constitution. La règle d'or, vous pouvez préciser? La règle d'or, c'est de considérer qu'il y a un plafond constitutionnel de dépenses possibles. Moi, je crois qu'il faut laisser, malgré tout, certaines marges dans des cas exceptionnels, des temps de guerre, des temps de crise sanitaire. Donc, je ne suis pas favorable à bouger ça dans la Constitution. François Bayrou, par exemple, qui était favorable à ça par le passé. Je peux comprendre. Non, mais politiquement, il y a un caractère assez séduisant, mais je pense que c'est, à mon avis, une fausse bonne idée. Continuez. En revanche, sur le rang organique, Constitution, loi organique, sur la loi organique, on peut effectivement aller plus loin. Et ce que nous avons voté et adopté avec Éric Woerth, mais aussi avec nos homologues du Sénat, c'est de considérer effectivement que maintenant, il y a un engagement pluriannuel, c'est la loi de programmation des finances publiques, vous le faites sur plusieurs années, en milliards d'euros. Ça, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'on arrête de parler en volume, pourcentage de PIB, on arrête de faire un truc entre nous, on parle en milliards d'euros de façon stabilisée, et puis on s'explique chaque année quand il y a un écart par rapport à la prévision de dépenses sur laquelle le gouvernement s'était engagé. C'est exactement ça, la culture du résultat. C'est-à-dire que vous vous engagez devant le peuple à un niveau de dépenses publiques. Si vous ne savez pas le tenir, vous vous expliquez. Et vous expliquez d'abord devant la représentation nationale, qui, elle, est responsable devant le peuple. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on veut instaurer. C'est-à-dire qu'on n'assainira jamais nos finances publiques si on ne met pas plus de responsabilité de la part des gouvernants, mais aussi de la part des gestionnaires publics qui, eux, dans l'administration, mettent en œuvre et mettent en place ces politiques publiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, la France est un des pays qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire. Les gens qui doivent payer des impôts en payent beaucoup. Pour faire simple, il y a quand même un paquet de gens qui doivent payer des impôts et qui n'en payent pas. C'est la question de l'évasion fiscale. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre l'évasion fiscale, pour aller chercher l'argent là où il est, chez les tricheurs qui ne veulent pas le payer? On a voté plus de lois que n'importe quelle majorité dans la lutte contre la fraude et l'évasion agressive, et notamment l'optimisation agressive. La différence entre fraude et évasion, le caractère légal est quand même important dans le sujet. Ce qu'on a fait avec notamment Émilie Cariou, quand elle était membre de la majorité, elle était rapporteure de la loi contre la fraude fiscale. Par exemple, on a ouvert ce qui s'appelait le verrou de Bercy, pas trop rentrer dans la technique. Ça a permis, par exemple, entre autres, de récupérer une somme considérable auprès de Google, par exemple.
Donc ça, c'est de l'optimisation agressive. Et puis sur le sujet de la fraude fiscale, c'est un sujet éminemment complexe parce que on peut mettre les meilleurs outils du monde uniquement en France, tant qu'il n'y aura pas une meilleure coopération avec les autres États, et évidemment à l'échelle multilatérale, et si possible mondiale, ça sera toujours extrêmement complexe de lutter contre la fraude fiscale, notamment par rapport aux pays qui sont des paradis fiscaux et qui sont des vraies boîtes noires en termes d'information. Donc on y arrive quand il y a les papers, et c'est très bien, il faut que... Enfin, c'est des opportunités absolument bienvenues d'investigation pour le fisc, mais c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu de coopération internationale qui avance. Vraiment qui avance. Je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent là-dessus. Ça va dans le bon sens selon vous, ça progresse? Ça va dans le bon sens. On n'a jamais autant récupéré de produits fiscaux que sous ce quinquennat-là. Donc ça va dans le bon sens, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est surtout, vous savez, l'évasion fiscale, la fraude fiscale, c'est pas qu'un sujet d'argent dans les caisses. Le rapporteur général du budget va vous dire, c'est super, on a eu X montant en plus. C'est un enjeu, enjeu démocratique, mais bien sûr, monumental. Surtout en période de crise. Enfin, je veux dire, encore, mais vous même disiez de tout à l'heure, manière augmentation générale. des prix de l'énergie, augmentation du prix de la générale. bouffe, et puis ce qui se passe dans les outre-mer. Quand on apprend les chiffres records des bénéfices, et puis surtout de la fraude fiscale chaque année avec les rapports d'Oxfam, par exemple, c'est un exemple, mais c'est démocratiquement scandaleux, et c'est ça aussi qui explique, en partie, je pense, l'abstention des gens, le côté, mais ils sont impuissants, tous ces gens-là, ils sont gentils, mais ils n'y arrivent pas. Non, on fait des lois, on fait des accords internationaux, notamment des accords avec... Il y a une loi, par exemple, américaine, qui s'appelle la loi FATCA. Alors, elle n'a pas que des côtés positifs, mais par exemple, c'est une loi où on s'échange les données d'informations entre nos ressortissants qui ont des comptes bancaires dans un pays et dans l'autre. Les États-Unis peuvent mieux rapatrier les avoirs fiscaux de leurs ressortissants et inversement pour nous. Il y a des avancées, voilà, il y a des avancées. Mais il n'y aura pas de grand soir en 2022 de la fraude fiscale. C'est un travail tellement de longue haleine, tellement difficile à mener, tellement multilatéral, encore une fois, qui demande tellement d'efforts diplomatiques que ça doit se faire dans le temps. Voilà. Mais ça avance dans le bon sens. Léa. Moi, je voulais qu'on parle de votre autre casquette, parce que vous êtes rapporteur général du budget, mais vous avez été candidat aussi aux dernières élections, donc élections régionales, tête de liste LREM en Ile-de-France. Ça a été globalement un échec, ces élections, pour La République En Marche, mais même les élections qui ont précédé celle-ci, c'est-à-dire les municipales, en fait, on s'est rendu compte que finalement, là, je vous apprendrai rien, La République En Marche avait une implantation locale qui était quand même assez faible, assez fragile. Qu'est-ce que vous, en tant que candidat à ces élections et aussi représentant de la majorité, quelles ont été les leçons que vous avez tirées de cette élection, et notamment dans la perspective de l'élection présidentielle ? Au-delà du fait que les ministres savent plus ou moins chanter en fonction de qui se positionne sur... Non, je dis ça en plaisantant parce que... Je vous ai entendu avant sur le cas du parc floral. Je mets ça tout de suite sur la table parce que vraiment, je le dis tel que je le pense, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien que des ministres se mouillent. Ça reste dans la tête. Ouais, ça c'est clair. Et puis la chanson, elle est naze. Il y a un truc bien, c'est que moi, les ministres comme Marlène Schiappa qui font ça, je trouve ça bien, profondément bien, justement pour la démocratie. Que ça de quoi, chanter sur scène ? Ouais, faire campagne, quoi. Enfin, arrêter d'être toujours dans le costume gris de la sinistrose, etc. Et ça, c'est bien. Pour la politique, c'est bien. C'était pas vraiment le fond de ma question. Je préfère j'y reviendrai. Excusez-moi, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de dévier. Et je précise. Mais par contre, ce qui est pas bien là-dessus, c'est que vous n'avez pas écouté mon discours au Parc Floral. Et ça, c'est pas bien parce qu'il était vraiment bien ce discours. Sur votre question. Je contextualise davantage avec la perspective des législatives qui restent des élections locales. Même si elles sont nationales, avec une implantation locale. Non mais. Les élections régionales, je vous parle de ce que je connais, j'étais tête de liste sur Île-de-France. Les élections régionales, c'est une élection proportionnelle. Parfois, en politique, vous devez aller au combat, et je trouve que c'est noble, même dans les combats difficiles. On n'était pas favoris, le score est effectivement décevant, mais c'est une proportionnelle. On a un groupe au conseil régional qu'on n'avait pas avant, on a 15 élus. On existe, on est de l'opposition à Valérie Pécresse et on fait vivre la démocratie régionale dans un hémicycle. Voilà, la politique c'est aussi ça, une certaine noblesse à aller au combat dans des batailles difficiles, dans une campagne qui n'en a jamais vraiment été une, puisque tous les sortants ont été réélus, avec un taux d'abstention très important, etc. Mais si votre question c'est est-ce que la majorité présidentielle sait s'implanter dans les territoires... C'était pas ma question, la question c'était quels sont les enseignements que vous avez tirés de ces échecs ? C'est que c'est long de s'implanter localement. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur les élections législatives, typiquement ? Les élections législatives, non, les élections législatives ont une autre dynamique. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même une implantation locale. Il y a quand même une implantation locale.
D'abord, ce qui est très différent par rapport à une autre élection, c'est que là, nous sommes les sortants pour 280 députés. C'est pas pareil déjà. Être sortant, ça veut dire quelque chose en politique. Ça veut dire que vous défendez votre bilan et que si vous avez bien travaillé, normalement, on vous en sait gré et normalement, on vous refait confiance pour un certain nombre d'entre eux. Après, tout le monde sait qu'une élection législative, ça suit une élection présidentielle et que nécessairement, il y a une prime à la majorité présidentielle. De fait, est-ce qu'elle aura lieu en 2022 si Emmanuel Macron est réélu ? J'en sais rien. Je ne prendrai pas le pari devant vous. C'est beaucoup trop loin. D'abord, il faut qu'Emmanuel Macron soit réélu, ce qui n'est pas fait. Et puis ensuite, il faut qu'effectivement les Français aient envie de lui redonner une majorité. Les candidats, donc. Pas fait. Oui, c'est ça, il faut qu'il soit candidat. Qui pense qu'il ne sera pas candidat? Non, mais c'est assez clair, c'est un secret de Polichinelle. D'ailleurs, ce serait bien qu'il se déclare le plus tôt possible. Donc, enseignement, La République En Marche, c'est plus un constat qu'un enseignement en réalité. Et mal implanté, qu'est-ce que vous faites pour justement être là, plus présent dans les collectivités territoriales? Ça ne veut pas dire que, en termes d'exécutif, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des élus municipaux. On partait de nada. On n'avait pas un élu local. D'accord ? Oui, mais on peut quand même dire que vous êtes pris une claque globalement. Le mouvement du général de Gaulle, il a mis combien de temps avant de s'implanter localement ? Très longtemps, très longtemps. Quand vous êtes nouveau en politique et que vous arrivez par la voie royale, si j'ose dire, c'est l'élection présidentielle, mais c'est normal que ça prenne du temps. Moi, j'ai jamais vécu de façon douloureuse nos scores aux élections municipales et aux élections régionales et départementales. Mais ça fait partie d'un processus d'implantation locale. J'entends bien, mais prenez par exemple le parti des Verts, qui ont quand même eu des scores assez intéressants et remarquables, que ce soit aux élections municipales qu'aux élections régionales. Finalement, c'est un parti qui n'est pas très implanté dans le paysage politique français. Il commence à l'être, il commence à s'affirmer. Et on peut dire qu'en 2016, en 2017, certes, il n'avait pas cette visibilité que le parti présidentiel a. Vous savez comme moi que les élections intermédiaires sont souvent défavorables au pouvoir en place. Bon, voilà. Si les Verts avaient été à l'Élysée, probablement qu'ils n'auraient pas eu ce score-là. Si, il y a un caractère assez naturel. Oui, c'est vrai qu'en 2015, la gauche s'était pris une claque. Un caractère assez naturel à avoir une sorte de sanction à mi-mandat dans des élections mais est-ce que ce vote sanction, vous pensez que vous pouvez l'avoir pour la présidentielle ? Mais ça, les électeurs décideront. Non, mais bien sûr, c'est pas la réponse. Je sais bien que c'est les électeurs qui décident. Moi, ce que je veux savoir, c'est pas du tout la même élection. Est-ce que pour vous, c'est une menace ? La même élection. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est une menace ? Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron est menacé par un vote sanction ? Ah, mais par définition, puisqu'il est sortant. L'élection présidentielle d'un sortant, c'est stop ou encore. Très particulier. Je rappelle qu'on n'a pas vécu ça depuis Sarko. Puisque par définition, François Hollande Sarko n'a pas été élu. Ouais, la question pays, c'est stop ou encore. Voilà. Quand je regarde les intentions et les enquêtes d'opinion sur la confiance au président de la République, elles sont très bonnes. Elles sont beaucoup plus importantes que ce qu'avait François Hollande et, dans une moindre mesure, Nicolas Sarkozy à la même période. Donc, est-ce que je le crains ? La question ne se pose pas comme ça, puisqu'on va faire campagne. Et on va démontrer aux Français que le meilleur moyen que la France continue à progresser pendant 5 années de plus, c'est de réélire Emmanuel Macron. Mais ce sera à eux d'en décider. Usuel. Ouais, moi, une question un petit peu sur votre orientation intellectuelle, vos grandes options philosophiques. J'ai lu dans un article du Monde un portrait qui vous était consacré il y a de ça quelques années, que plus jeune, vous étiez fan d'Olivier Besancenot. Ouais. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a merdé, alors. Et qu'est-ce qui vous plaisait à l'époque ? Comment vous êtes familiarisé ? Comment vous êtes politisé à cette époque-là ? J'étais en troisième seconde. En troisième seconde ? En troisième et en seconde. Ah, quoi. d'accord. Sinon, vous ça avez craint. beaucoup redoublé. J'étais en troisième et en seconde et c'était mes débuts militants, très associatifs à l'époque et un peu politique donc. Élection 2002, il y a un personnage qui monte, qui est jeune, qui est sympa, il s'appelle Olivier Besancenot. Vous avez collé des affiches ou juste c'était voté ? Ouais, j'ai collé des affiches, j'ai milité, j'avais à peu près votre coupe de cheveux, ça marchait, c'était sympa, c'était bien. Puis j'ai changé. Et alors, on vous dit depuis très attaché, malgré vos changements, on vous dit très attaché aux libertés individuelles et en matière de liberté individuelle, il y a eu quand même quelques lois là pendant ce mandat. Comment vous jugez l'évolution de Macron sur ces questions-là ? Parce qu'on parle quand même beaucoup d'un Macron autoritaire, un Macron qui s'est droitisé au fur et à mesure du mandat. Ça dépend de quoi on parle. Moi, il y a des lois, par exemple, sur lesquelles j'étais pas en accord. Je me suis abstenu, par exemple, sur le fameux article sur les manifestations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, post-gilet jaune, sur l'encadrement des manifestations. Moi, voilà. On dit qu'au moment du gilet jaune, c'était vous aussi. Vous aviez fait pression aussi pour qu'on retire cette taxe carbone à l'époque ? Oui, mais parce que j'étais dans ce rôle-là aussi. Mais on pourra en reparler si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet des libertés individuelles pour le coup. Oui. Après, la crise Covid, pour moi, est un autre débat sur les libertés individuelles. Pour le coup,
je vote dès demain. Moi, je parlais pas de la crise Covid, je pensais d'accord. plus, par exemple, même au projet de loi séparatisme, où là, on commence à revenir aussi sur des trucs de droit des associations, etc. On est vraiment sur les libertés. Vous êtes un social-libéral, Ouais. c'est les libertés un peu de base de la panoplie libérale, quoi. Droit Non, sur le texte d'association, séparatisme. liberté de réunion, d'association, etc. Non, Et sur le sécurité texte. globale? Alors, sécurité globale, je vous rappelle qu'on a enlevé le fameux article 24, celui qui effectivement était sujet à débat. Au final, la loi sécurité globale, c'est une loi qui permet aux polices municipales surtout de s'équiper et avoir davantage d'appui de l'État. C'est une loi qui permet de sécuriser surtout ceux qui nous sécurisent, c'est-à-dire Oui, mais les forces de l'ordre. Mais l'article 24, effectivement, il a été retiré. Moi, à part le sujet sur les manifestations que je vous ai dit, j'ai pas eu de difficulté avec le sujet des libertés publiques de façon récurrente pendant ce mandat. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je reste attentif. Justement, vous l'avez dit vous-même, vous avez osé, si je puis dire, ne pas aller dans la ligne du parti sur plusieurs votes. J'ai noté quand même un certain nombre de sujets au cours du quinquennat sur lesquels un certain nombre de responsables de La République En Marche, de députés de La République En Marche, pour certains issus de la gauche comme vous, ont osé proposer des trucs. J'aimerais bien avoir votre opinion sur un certain nombre de sujets. Par exemple, le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui est proposé par Stéphane Travert. Moi, je suis pour. Vous êtes favorable à ça? Oui, depuis toujours. D'accord. Vous savez qu'Emmanuel Macron n'est pas favorable à ça? Oui, mais attendez, Non, mais donc je vous pose la question. Cette question, elle me fait toujours marrer, pardon. Enfin, C'est vous qui êtes dans la majorité, c'est pas moi. Hein. mais la majorité, c'est quoi? La majorité, c'est un cap politique, c'est un engagement vis-à-vis d'un peuple pour répondre à un programme sur lequel on s'est engagé. Et heureusement qu'il y a des désaccords internes. Mais heureusement qu'il y a des accords internes. La question ne devrait même pas exister. Sur des sujets C'est-à-dire, fondamentaux et importants comme le droit de vote des étrangers, surtout dans la période actuelle, c'est un peu important de savoir Mais où moi, on habite. Quoi. Mais moi, à titre personnel, je serais pour. D'accord, ok. J'en sais rien si ce sera dans un programme ou pas. Moi, à titre personnel, je suis pour. J'étais pour déjà quand François Hollande était candidat. Il devait le faire, il ne l'a pas fait. Voilà. Et nous, au moins, je vais vous dire un truc. Nous, au moins, quand on fait des promesses, on les tient. Toutes. Voilà. On peut avoir des désaccords avant. À partir du moment où on s'engage, on les tient. On les fait. C'était pas le cas du quinquennat précédent. Justement, j'ai le droit de vote des étrangers, c'est un bon exemple. Ça avait été promis par Hollande qui C'est ce que je viens de n'avait dire. pas fait Ouais. exactement. Légalisation du cannabis, proposée par Caroline Janvier. Moi, Vous je êtes suis contre? ouais. D'accord. Vous êtes contre la légalisation du cannabis. Droit de vote à 16 ans, proposé par François Jolivet. J'arrive pas à me faire une opinion arrêtée là-dessus. Sur le principe, plutôt pour. Mhm. Sur le principe, plutôt pour. Je suis pas sûr que ce soit le combat numéro 1 dans ce pays. Voilà. Et le choix de sa fin de vie. Yael Braun-Pivet avait voté pour. Totalement pour. J'ai Ok. suivi Jean-Louis Touraine, qui est Ouais. l'un des initiateurs à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi, notamment avec Olivier Falorni. J'ai toujours signé les propositions de loi. Je suis totalement pour qu'on légifère sur le droit à mourir dans la dignité. Et l'allongement de l'IVG? Sujet complexe, je suis pour, mais je comprends qu'il faille prendre ce sujet avec grand soin. Voilà. Je pense que... Non, mais ouais, c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe, quoi. Quand moi je reçois des gynécologues dans ma permanence qui viennent m'expliquer qu'ils sont contre pour des raisons scientifiques que je maîtrise moins qu'eux, c'est pas si binaire que ça, quoi. C'est pas droit des femmes, donc oui. C'est plus compliqué que ça. Donc ma réponse c'est oui pour le 14 semaines. Mais je demande que le débat soit apaisé pour que ça puisse se délibérer. Ça revient la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, donc vous Ouais, allez ouais. voter pour. Moi, oui. Gaspard? Peut-être une question sur la redistribution, Laurent Saint-Martin. On a pu lire un rapport interne, celui de France Stratégie, qui est une institution rattachée au Premier ministre, pour ceux qui ne situeraient pas, qui est sorti le mois dernier. Et ce rapport, il s'intéresse aux résultats donnés par les réformes qui suivent la théorie du ruissellement, mis en place par Emmanuel Macron, c'est-à-dire des réformes qui allègent les contraintes fiscales des plus riches pour avoir un effet sur l'économie réelle, et donc, in fine, qui serait bénéfique financièrement pour tous les Français de tous les milieux, ici les plus pauvres. Ce rapport explique qu'on ne peut pas dire que ces réformes ont eu les effets positifs escomptés. Comment on peut expliquer ça? Notamment sur la Alors, deux réforme de remarques. l'ISF. D'ailleurs, vous êtes... C'est surtout sur le prélèvement forfaitaire unique, en fait, le sujet. Ouais, sur la flat tax. Sur la flat tax, exactement. D'abord, deux remarques, si vous me permettez, avant. La théorie du ruissellement, on l'a jamais exprimé, ce truc-là. Pardon, hein, c'est un truc de journaliste. La théorie du ruissellement, vous n'entendrez jamais ni Emmanuel Macron, ni un L'économiste ministre, aussi, ni un non membre de la majorité en parler. Les économistes Non, mais pas vous voyez bien C'est que un nom J'ai de compris l'idée, mais ça recoupe. je précise Ça que ce n'est recoupe pas... il faut aider les entreprises et c'est bon pour tout le monde. J'ai compris, Voilà. mais je précise que ce terme-là n'est pas théorisé par la majorité présidentielle. Deuxième chose, j'étais contre ce rapport. Ils l'ont fait quand même, la preuve. Hein. Bah oui. On peut être en dé- J'étais contre ce rapport, pourquoi? Parce que les termes sont mal formulés. La fiscalité, ça marche pas comme ça. La fiscalité, c'est pas je te baisse un impôt là, tu m'investis là. Ça peut pas marcher comme ça. Vous pouvez pas affecter des choses. Si je vous baisse votre taxe d'habitation, d'ailleurs, je vous la baisse, je vais pas vous demander d'acheter Merci. tel ou tel produit.
Je ne vais pas vous dire, je t'ai baissé ta taxe d'habitation pour que tu m'achètes du poulet bio. Ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas affecter ça à des investissements souhaités. Ça n'existe pas. Ce qui compte dans un pays, et ça c'est mon côté libéral que j'assume totalement, c'est de créer des conditions d'investissement. Des conditions d'investissement. On baisse la fiscalité d'un pays pour qu'on ait un climat d'investissement qui permette à des entreprises de croître et de créer des emplois. Voilà, c'est ça la théorie, non pas du ruissellement, c'est une théorie toute simple d'économie de l'offre. Moi j'y crois, d'ailleurs ça marche, la preuve, le chômage baisse dans notre pays et l'investissement augmente. Donc évidemment que si on pose la question, on a baissé l'ISF. Le chômage baisse et on a aussi fait en partie parce qu'il y a des chômeurs qui sont changés de catégorie. Oui, mais bon. on pourra en parler en détail, mais Je vous laisse continuer. il se trouve qu'on ressort de cette crise avec un taux de chômage que personne n'imaginait. C'est ça la vérité. Et quand on baisse les impôts dans ce pays-là, c'est pas pour demander à des personnes d'investir dans un truc précis. C'est ce qui compte. Est-ce qu'il y a plus d'investissement dans ce pays? Parce que vous savez, par exemple, que la France est pour la 2e année consécutive le premier pays européen en termes d'investissement étranger. Ça veut dire qu'il y a des capitaux internationaux qui viennent en France, enfin, investir dans nos PME, dans nos entreprises de taille intermédiaire. Ça fait un petit moment, mais là, c'est quand même la 2e fois consécutive. C'est aussi ce qui prouve qu'en fait, on retrouve un niveau en France d'investissement qu'on n'avait pas trouvé depuis hyper longtemps. Donc, moi, je me suis engagé en politique avec une obligation de résultat. De résultat. C'est baisser le chômage dans ce pays. Je ne vais pas vous faire le coup de l'inversion de la courbe, mais c'est ça qui m'anime. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je suis rapporteur du budget, c'est parce que je pense que ces décisions, elles sont majeures. Donc moi, baisser les impôts dans ce pays pour créer plus d'emplois, j'y crois. Les résultats sont là. Et je n'ai pas à m'excuser de l'avoir fait, je pense que c'était la bonne mesure. Qu'après, un rapport France Stratégie démontre qu'une baisse d'impôts sur une personne ne va pas directement dans tel fonds propre de PME, évidemment, mais parce que la question est un non-sens. Et votre ADN socialiste, historiquement, quand même, elle est à l'aise avec le fait de d'abord partir des entreprises pour ensuite aller vers les moins affectés? La politique de l'offre. Hollande, il était à l'aise. C'est quoi? Oui, Non, mais moi, la suppression de l'ISF, par moi, je exemple. viens de la deuxième gauche. Donc, on a toujours été non seulement très à l'aise avec l'entreprise, mais en plus, on considère que ce sont elles qui créent les emplois. Donc, évidemment que je suis particulièrement à l'aise avec ce schéma-là. Et vous considérez qu'on en a fait assez pour aider les plus précaires pendant ce quinquennat Macron? Il faut toujours faire plus, oui, vous avez raison. Il faut toujours faire plus, Directement- mais le non, filet mais de sécurité, directement au niveau des le aides filet de sociales. sécurité dans ce pays a augmenté. Le filet de En sécurité supprimant a les augmenté. APL? Où est-ce que vous avez vu la supprimer, suppression Non, ça, des on pas l'a APL? supprimé, mais il y a eu une réforme quand même. Non, Ah pardon, bon. excusez-moi, vous dites D'accord. une contre-vérité qui est D'accord, qui est expliquez, une oui, bêtise. je veux bien que vous Il y, expliquiez alors. il y a eu une bêtise du gouvernement et de la majorité à l'été 2007, c'est les 5 euros. Alors ça, c'est le sparadrap du capitaine Haddock, c'est une connerie. Elle a été faite, ok. Après, ce qu'on a fait comme vraie réforme de structure, c'est de rassembler les offices HLM, pour faire simple. D'accord? Donc on les a mis ensemble. On a restructuré. C'est-à-dire que on a moins dépensé d'argent public pour les APL, mais les Français ont touché les mêmes APL. C'est l'intermédiaire, les OPH, qui se sont rassemblés, qui ont dû faire des économies. D'accord? Donc on n'a jamais baissé les APL des Français, à part ce 5 euros Mais du c'est début. ça dont je parle, notamment. Ouais, mais d'accord, les 5 euros, ok. Mais sauf que combien... Vous imaginez bien que je faisais référence à ça, quand même. Non, parce bon, que vous avez d'accord. dit... Non, t'as parlé de suppression des APL. Ouais, Oui, j'ai vous pas avez de dit suppression, suppression des oui, APL. Non, c'est Mais plutôt il la y a suppression de 5 euros. l'ISF qui est arrivée à peu près au Ouais. même moment. C'est vrai que là, Mais voyez, non mais c'est intéressant le pouvoir d'achat parce que c'est un débat impossible. Vous retenez 5% de baisse et vous avez raison parce qu'ils sont vrais. 5 euros. 5 euros, pardon, 5 euros d'APL, vous ne me parlez jamais de la suppression de la taxe d'habitation. Vous ne me parlez jamais de la baisse de l'impôt sur le revenu. Vous ne me parlez jamais de la prime d'activité qu'on a doublée. Vous ne me parlez jamais d'un certain nombre de minima sociaux comme l'allocation adulte handicapé qui a augmenté. Vous ne me parlez pas du minimum vieillesse qui a augmenté. Vous ne me parlez pas des retraites à 1 000 euros qu'on a mis en place pour la première fois. Vous ne me parlez pas de tout le niveau de protection sociale qu'on a fait monter dans ce pays. Vous me parlez de 5 euros en moins d'APL à l'été 2017. C'est normal. C'est ça aussi le débat politique. Mais sauf qu'il y a un moment, quand on va rentrer en campagne, il faudra qu'on fasse les comptes. Et les comptes, c'est que le pouvoir d'achat des Français, il a augmenté dans ce pays. Usul. Ouais, moi, je reparlais de politique. Je vais me resservir de l'économie pour parler de politique. Vous aviez très bien dit tout à l'heure, on ne peut pas baisser les impôts de gens en leur disant après vous allez investir là où on vous dit d'investir. Donc ça, c'est la méthode libérale. Après, vous vous débrouillez. C'est d'ailleurs pour ça que normalement, l'État prélève de l'impôt pour pouvoir l'affecter, le flécher cet argent, parce qu'il y a des besoins. On ne le flèche pas. Parce que non, mais oui, l'affecter, ensuite le dépenser, etc. Faire des services publics. On Ouais. détermine collectivement, le politique détermine, il y a besoin de cet argent pour ça, donc on va le prendre là et le mettre là. À l'inverse, donc on baisse le truc, on s'attend à ce que finalement, en fait, on laisse une grande part à l'initiative privée, au capital, de choisir dans quoi, parce que là, on a parlé du chômage, mais il y a pas, ouais, c'est bien, les gens ont du travail ou pas, mais la question, c'est du travail pour faire quoi ?
il y a des défis là qui s'annoncent, comme par exemple le défi du réchauffement climatique, etc. Il va falloir allouer de la ressource à ces choses-là. Et est-ce que l'État n'est pas le meilleur niveau pour allouer ces ressources et donc aussi les prélever. Et du coup, en gros, est-ce que c'est la bonne échelle? Est-ce qu'on n'est pas à contre-temps encore historiquement de continuer à laisser du champ libre aux entreprises pour faire ce qu'elles veulent, faire la transition à leur rythme, faire la transition quand ce sera rentable, parce que c'est un peu ça l'idée derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de les brusquer à l'inverse? Alors, les brusquer, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut flécher les investissements. Ça, je suis d'accord. Il faut en fait mettre des boosters d'investissement au démarrage parce que le privé fonctionne en suivant les investissements publics. Ça, vous avez raison. L'investissement public, moi, j'y crois. Entre le plan de relance et le plan France 2030, c'est 130 milliards d'euros. Il y en a beaucoup pour la transition écologique. Alors après, c'est un débat. Est-ce que vous croyez aux petits réacteurs nucléaires ou pas? Est-ce que vous croyez à l'hydrogène vert, etc. Ouais. On a fait des choix. Le ferroviaire. Oui, mais est-ce qu'on croit aussi à la manière dont ils vont eux-mêmes attribuer ces budgets à l'intérieur? On sait qu'il y a beaucoup de questions sur le crédit impôt recherche. Est-ce qu'il est bien utilisé toujours pour faire du crédit impôt recherche, etc. Alors ça, c'est un autre débat. Ça, c'est la question de la dépense publique. De l'honnêteté aussi vis-à-vis des entreprises. Vis-à-vis des entreprises qui, si elles font, pour le cas du crédit d'impôt recherche, des dépenses de recherche et développement en France ou en Europe, alors effectivement, elles ont des réductions ou des crédits d'impôt. Bon. Ça, c'est un débat qu'on a régulièrement à l'Assemblée nationale, qui est un débat tout à fait légitime. En gros, c'est est-ce qu'on doit payer pour que des entreprises fassent de la dépense telle qu'on la souhaite? Moi, je crois que oui, la fiscalité, elle sert aussi à ça. Et le crédit d'impôt recherche, c'est quand même un outil d'attractivité en France qui est aujourd'hui prouvé. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de le retoucher, faire des clauses anti-abus? Toujours, je suis d'accord. Il faut toujours peaufiner les outils fiscaux. Mais globalement, ça marche, le crédit d'impôt recherche. Mais pour revenir au sujet de l'investissement, si vous voulez, c'est vraiment des questions de launcher, quoi. C'est comme pour les fusées. Si vous voulez que le marché soit puissant et crée de l'emploi dans votre pays, il faut que vous guidiez l'investissement. Et pour guider l'investissement, il faut qu'il y ait de l'investissement public d'abord. Et c'est ce qu'on fait. Typiquement, l'hydrogène vert, c'est pas prêt. Les entreprises ne vont pas aller investir aujourd'hui sur l'hydrogène vert seules dans les montants qu'on attend. Donc c'est vrai que c'est aussi le rôle de la puissance publique de lancer ces investissements-là pour prendre des directions, notamment pour décarboner l'économie, et le marché privé prend le relais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, fonctionne, et en tout cas, ça crée de l'emploi. Parce que, pardon de revenir toujours sur mon objectif et mon obligation de résultat, c'est que c'est quand même en créant de l'emploi qu'on crée une société prospère. Moi, j'y crois. Oui, mais l'État peut créer des emplois lui-même aussi. Ah bah, il en crée, oui. Il en crée. Pour en créer plus. Il en crée. Dernière question pour vous, Laurence Saint-Martin. Le projet de loi de finances donc, continue son bonhomme de chemin au Parlement. Il se trouve que ça a été rapide au Sénat, puisque les sénateurs, la majorité sénatoriale, les Républicains, a décidé d'interrompre la discussion du texte au milieu en rejetant le texte purement et simplement. Ils voulaient visiblement pas rentrer dans un débat avec le gouvernement sur les mesures fiscales. Donc les Républicains au Sénat ont repris l'argument que je disais tout à l'heure de dénonciation d'une démagogie fiscale et dépensière de la part d'Emmanuel Macron. Le texte va donc revenir à l'Assemblée nationale. Alors ça va être un peu chelou parce que c'est-à-dire que l'Assemblée nationale va débattre du texte qu'elle a elle-même voté. Exactement. Du coup, ça va pas être très long. C'est la semaine prochaine, c'est ça que ça reprend? On va le reprendre le 8. 8 décembre, ok. Mais du coup, ça va ressembler à quoi cette deuxième discussion? Ça va être super rapide. Il y a encore des amendements du gouvernement qui ont encore des dépenses secrètes? Alors, en nouvelle lecture, il peut arriver qu'il y ait des amendements gouvernementaux. Il y aura surtout des amendements parlementaires parce qu'on refait les débats. C'est ça qui est beau dans le Parlement français. S'ils ont été rejetés en première lecture. Je pense que leur sort sera identique, mais on va refaire les débats. En France, on est le seul pays où on débat pendant 4 mois du budget pour l'année suivante. Ça a son charme, ça a aussi son lot de fatigue, surtout pour le rapporteur du budget. J'imagine bien. Donc du coup, à partir du 8 et vote d'ici le 12... Normalement, lecture définitive le 15 ou le 16. Et ensuite, vous êtes en vacances. Oui. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Laurence Saint-Martin, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Ne bougez pas. On va laisser notre invité nous quitter. On revient tout de suite pour débriefer cette émission. À tout de suite.